Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, François Lévesque avec nous. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Prof d'économie, mine Paris-Tech. François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier. Bonjour Stéphane. Gestionnaire d'actifs, on dit ça Oui, directeur, enfin, oui, directeur gestionnaire de fonds, oui, voilà. Absolument. Initiative et Finances, qui n'est pas une association, mais Pas du un tout, vrai pas fonds du tout, d'investissement. un vieux fonds d'investissement, 1984, donc l'un des plus anciens de la place de Paris. Et Anne-Sophie Alsif, chef économiste BDO. Anne-Sophie, non, j'hésitais parce qu'en fait, j'en discutais hier soir avec, bon, je peux le dire d'ailleurs, je crois que je peux le dire, oui, je peux le dire. Je discutais avec l'un des cadres dirigeants d'Algeco qui vient d'être repris par KKR. Et il y avait encore l'image Barbarians at the Gate. Et je lui disais, non mais c'est fini, tout ça a complètement changé. Totalement. Voilà, c'est vrai. Non, c'est un excellent actionnariat en fait. C'est une forme d'actionnariat qui est très, tout ce qui est private equity, enfin pour avoir été moi-même dirigeant en private equity et d'une société cotée, c'est beaucoup plus agréable et confortable et pour le long terme d'avoir un actionnaire qui aujourd'hui, qui a, on est d'accord que dans absolument. les années 80, c'était il y a eu des histoires, les barbares, oui, mais aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur, qui crée de la richesse et qui est plutôt un actionnaire de moyen terme, on va dire. C'est ça. On est moins long terme qu'un familial, mais beaucoup plus que le bourse. Et quand on est une ETI, alors j'ai appris ça parce qu'à Algeco, c'est intéressant de discuter avec eux parce que leur nom est une marque. Et je vous parle de ça. Enfin, oui, bah, allez, allons-y. Je finis juste le truc. Ils sont un peu comme Karcher, c'est-à-dire que leur nom est une marque, mais un nom qui véhicule une image qui ne leur convient pas. Ouais. Donc, ils ont un service qui tous les jours envoie, alors ils disent on ne va pas en justice parce que quand même ce serait compliqué, mais on envoie des lettres à tous ceux qui parlent d'Algeco. Ah, on nous a mis dans des Algeco, c'est un scandale, etc. Voilà, donc je trouvais ça assez Moi, j'ai une intéressant. vision très positive des Algeco, je suis étonné par ce que tu dis. Parce que tu as parce que enseigné c'est dans les Algeco. Non, mais parce que tu les mets les uns sur les autres, Ouais. c'est modulable, il y a des toilettes. Mais non, il y a mais ils des sont très fiers de ce vestiaires, qu'ils font. Mais il y a de la lumière. Avoue que c'est dans pas un container, quoi. c'est comme Karcher, si tu veux. C'est une formidable entreprise, mais dans le discours public, c'est assez rarement utilisé dans un sens positif quand même, Algeco. Alors que je suis d'accord avec François, c'est un très beau produit, c'est un vrai levier de transition environnementale parce que vous avez des constructions modulaires qui sont beaucoup moins impactantes sur l'environnement, à la fois en termes de temps, de poussière, de bruit et d'empreinte carbone que les constructions définitives. Ça permet d'économiser beaucoup de ciment notamment. Donc, Mais tu vois, ils vont être ravis. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un produit d'avenir. En fait. Et donc, je comprends qu'ils veuillent. C'est une ETI, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui fait entre 200 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pensais que c'était plus que ça, en fait. C'est entre 200 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, cette taille-là, le capital développement, le private equity, est sans doute quelque chose de très efficace pour les aider, pour les staffer, pour faire du M&A, pour faire tout ça, quoi. C'est un excellent sujet. Et puis pour aussi, là, on parlait de transition environnementale, mais nous, ce qu'on pousse notamment, c'est un accompagnement très actif de la transition environnementale dans nos entreprises. C'est-à-dire typiquement sur ce type de sujet-là, ce serait le genre d'entreprise dans lequel on pourrait tout à fait investir dans une logique de dire ce produit-là, c'est un acteur de la transition environnementale et donc ça va créer de la valeur. Et toute la logique du fonds que je gère avec Initiative Finance, c'est ça, c'est d'investir dans des entreprises qui ont un impact fortement positif sur cette transition, enfin, via cette transition environnementale, qui crée de la valeur. On n'est pas du tout dans une logique de position, mais d'investissement. Voilà, ouais, non, mais il y a d'autres sujets. Allez, François, toi, défenseur acharné de l'énergie nucléaire, tu es ravi. Ah, tu es ravi des annonces d'Emmanuel Macron. Écoute, j'ai écrit un livre qui est un livre non partisan sur le nucléaire. C'est vrai. Il s'appelle Nucléaire Reneuf, dans lequel je donne les éléments aux lecteurs pour comprendre la situation, que ce soit la sûreté nucléaire, que ce soit l'évolution des coûts du nucléaire. Macron, deux remarques sur ce qui a été dit hier sur le nucléaire. La première, c'est que je me réjouis, et tout le monde devrait se réjouir, quelle que soit l'issue, qu'il y ait un arrêt de la procrastination. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les politiques se renvoient la balle, ne prennent pas de décision. Et ne prennent pas de décision ni pour arrêter le nucléaire, ni pour poursuivre en construisant de nouveaux réacteurs. Et donc, c'était un statu quo, parce que ça les embête, parce que si on lance des nouveaux réacteurs, eh bien, les anti-nucléaires vont se rebeller, etc. Et là, on a
un engagement du président de la République. Alors, ce ne sera peut-être pas le prochain, mais un engagement. Et donc, c'est très important. Pourquoi ? Parce que les économistes, ils ont un truc qui s'appelle la valeur d'option. C'est quand même cette idée que j'attends parce que demain, j'aurai plus d'informations et je prendrai une meilleure décision. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Les éléments sont à peu près tous, sont là. Et donc, c'était simplement refuser, décider de ne pas décider parce que ça arrangeait le politique. Première remarque. Donc là, il faut se réjouir. Deuxième remarque, le momentum est incroyablement bien choisi. C'est-à-dire que moi, je suis stupéfait par le renversement, le basculement d'une partie de l'opinion publique dans la confrontation renouvelable nucléaire. C'est-à-dire que on a, depuis une année, on a une acceptabilité des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou le solaire, qui ont une grande empreinte sur le territoire et sur les paysages. On a une acceptabilité qui se délite. Plus personne ne veut près de chez lui des éoliennes marines, y compris des éoliennes marines. Tout à fait. Et évidemment pas des hectares. Voilà. Et le nucléaire devient plus acceptable. Et d'autre part, il y a un très beau travail qui a été fait par le réseau de transport de l'électricité, ceux qui s'occupent des lignes de haute tension, qui a élaboré des 6 scénarios pour savoir comment on pouvait... Il n'est pas arrivé dans l'opinion publique. Non. Si, on en a quand même parlé. Moi, je veux rendre hommage. Qu'est-ce qui s'est passé, François ? Il s'est passé qu'un certain nombre de voix scientifiques se sont mises à s'exprimer, que dans le débat public, on a entendu des gens qui, à un moment, ont dit « ça suffit » et qui se sont revendiqués. Et franchement, ça fait, comme toi, 30-40 ans que je suis cette énergie avec passion, qui se sont revendiqués défenseurs du nucléaire sans appartenir à EDF, sans appartenir à Areva Orano, etc. Et je pense que ça a été très intéressant. Voilà, et ça, c'est la perspective, le changement climatique. Évidemment. Évidemment, c'est une énergie, je le dis, parce que 80% des Français pensent que le nucléaire produit des gaz à effet de serre, il produit du carbone. Non, le nucléaire ne produit pas de CO2. Voilà. Et si vous voyez des fumées... 12 grammes, si vous voyez des par fumées, kilowattheure. 12 grammes par kilowattheure. Si vous voyez des fumées le long de l'autoroute quand vous passez devant une centrale nucléaire, eh bien, une fumée blanche, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est de la vapeur d'eau. Voilà. 12 grammes par kilowattheure contre, alors ça dépend des qualités de charbon, mais entre 400, 600, on peut monter à 1000 pour la lignite polonaise, grammes par kilowattheure. Donc effectivement, il n'y a pas photo. Je précise mon chiffre 12. 12 pour le récent nucléaire, celui qu'on va construire, celui qui est amorti, il est à 6. Voilà. Oui, il est même quasiment à zéro, puisqu'en fait, la réaction elle-même ne produit 0 g de CO2. En réalité, c'est la construction. Non, mais il y a un chiffre, c'est 6, c'est 6. Non, oui, c'est absolument, mais c'est le coût de la construction de la centrale, grosso modo. Absolument. Donc le jour, en fait, mon point, c'est que le jour où l'énergie est totalement décarbonée, on est à 0. Aujourd'hui, on est à 12 ou 6, mais quand même l'acheminement de l'uranium, l'extraction de l'uranium. Voilà. Le jour où l'énergie est décarbonée, l'uranium est acheminé avec 0 émission. C'est ça mon point. C'est que le but ultime, c'est d'avoir qu'elle soit décarbonée aussi au Niger et au Mali, si tu veux. Il y a un peu de boulot. Bien sûr, mais on va y arriver. Voilà. Un peu de temps. Non, c'est un sujet très intéressant. Je pense que le président a probablement lui-même un peu évolué sur le sujet, parce que la fermeture de Fessenheim, au regard des annonces d'hier, est toujours un événement. Une incohérence. Oui, une incohérence et quelque chose d'assez douloureux pour les pro nucléaires, parce qu'effectivement, c'était quand même une centrale qui aurait pu être prolongée. Non, je suis assez d'accord avec François sur l'idée de dire c'est très bien de sortir de l'ambiguïté. Je ne suis pas sûr qu'on en soit complètement sorti, parce que le temps d'instruction du dossier passe par au moins 1 voire 2 élections présidentielles. Donc voilà. Non, pas pour les 6 là. Si, pour les. Les 3 paires de PR sur lesquels EDF milite depuis combien de temps, François ? À mon avis, au moins 10 ans. Avant la première pierre, je pense que c'est au moins 5 ou 6 ans. François va me confirmer. Oui, c'est 5 ou 6 ans avant la première pierre. Donc, il faut l'autorité de. Ah oui, c'est ça. Mais comme tu disais 2, je pensais 10 ans. Voilà. 10 ans, il faut 5 ans avant la première pierre et il faut 5 ans si on est hyper optimiste et 15 ans si on est pessimiste pour construire. Voilà, une fois que la première pierre a été posée. Parce que c'est une question, alors juste je la pose comme ça, mais on n'aura pas là. On ne sait toujours pas si on est capable de les construire quand même, ces EPR. Voilà, et c'est pour ça que l'annonce du président... Et on ne sait pas si ce sont des EPR, attention, il a dit réacteurs. Voilà, mais de ce point de vue-là, il faut comprendre son intervention comme une intervention de prudence, parce qu'il y a quand même un défi économique et industriel pour faire en sorte que les nouveaux réacteurs, s'ils sont décidés, soient construits à un coût tout à fait acceptable, ce qui n'est pas... cas jusqu'à maintenant. C'est que jusqu'à maintenant, on est hors budget sur les nouveaux réacteurs construits, que ce soit Flamanville, que ce soit en Finlande, ça va être Hinkley Point qui va être au-dessus. Donc on est pour l'instant sur des opérateurs
qui ne tiennent ni le budget ni le calendrier. Donc il faut que l'industrie nucléaire se montre capable de tenir les calendriers, donc de ne pas construire en 15 ans, mais plutôt en 7-8 ans, et d'autre part de tenir le budget initial. Moi j'y crois, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une prise de conscience de l'industrie et de l'ensemble de l'écosystème, pas simplement EDF. Ils vont y parvenir, mais c'est bien que les autorités publiques lancent des travaux d'expertise, etc., avant de dire c'est 4, c'est 6, c'est ce type-là, pour vérifier qu'on ne va pas vers une fuite en avant en acceptant un coût absolument prohibitif. Je te donne la parole dans un instant, Anne-Sophie. Juste une précision aussi d'information. Il y a eu un rapport, donc c'était il y a 2 ans, de Jean-Martin Foltz, l'ancien patron de Peugeot. C'était pas encore... oui, c'était PSA. Oui, c'est lui qui a fait PSA d'ailleurs. L'ancien patron de PSA, Jean-Martin Foltz, qui a donné un groupement qui s'appelle Excel, qui réunit effectivement EDF et l'écosystème. Et avec, à la tête de ce groupement, qui a rendu un premier rapport d'ailleurs cette semaine, en tout début de semaine, c'est pour ça que je vous en parle, la question quand même de savoir si on a toutes les compétences et si on est bien sûr d'avoir toutes les compétences pour les fabriquer. Voilà, donc vérifions. C'est ça le sujet du moment. Pardon. Non, juste pour compléter, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y ait vraiment un cap, notamment après le plan d'investissement secteur par secteur qu'il avait fait précédemment. Là, c'est vrai que sur l'énergie, et comme c'est vraiment sur cet aspect-là que l'on attend les politiques publiques, notamment avec les problématiques de prix de l'hausse de l'énergie, globalement dans le pouvoir d'achat, c'est vrai que là, c'était vraiment assez acté de donner une vision. Alors après, bien sûr, on le dit, on ne sait pas quel coût, combien de temps, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment un cap sur quelle vision énergétique à moyen long terme. Et ça, je pense qu'après le plan d'investissement qu'il avait présenté, je pense que ça complète bien. Après, François-Xavier l'a dit d'un mot, mais c'est quand même assez dingue d'avoir fermé Fessenheim, quoi. C'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Vous connaissez l'histoire de Fessenheim? Mais on connaît toute l'histoire de Fessenheim. Non, moi je vous raconte la vraie histoire. La vraie histoire. Vous avez le Parti socialiste et les Verts qui se rencontrent avant la présidentielle, et ils se disent voilà, l'idée c'est de répartir les sièges après la présidentielle entre le PS et le groupe Vert, et ils se disent bon, on n'est pas d'accord sur le nucléaire. Le PS était assez pro-nucléaire à l'époque. Trouvons un compromis. Alors quel compromis on va faire? Aujourd'hui, on est à 75% de nucléaire. On va viser quoi? 50. Pourquoi 50%? Parce que c'est la moitié. OK. Et on fait ça quand? On va faire 2025. Pourquoi 2025? Parce que 75% moins 25%, moins 50%, ça donne, voilà, et 25. Et voilà. Donc, on a un truc qui est sorti sans expertise, sans évaluation de coût, sans rien, et on a l'objectif 50%. Il t'a pas échappé que le président de la République n'est ni vert ni socialiste. Il n'était absolument pas tenu par ses engagements. Absolument pas. Mais non, c'est pas vrai. C'est compliqué. T'as un rapport de l'ASN 2 mois avant la fermeture qui dit que non seulement elle peut continuer, mais c'est sans doute l'une des plus sûres du parc. Ce rapport-là, il a été publié avant l'élection du président d'aujourd'hui. Mais oui, bien sûr. Donc il n'est pas tenu par tout ça. Non, mais c'est exactement l'inconséquence que tu décrivais tout à l'heure. Et je pense que ça va être compliqué à gérer dans la campagne pour lui, parce que la droite a déjà commencé ce matin d'ailleurs à lui rappeler Fessenheim, et lui rappeler pourquoi vous fermez Fessenheim. Il va falloir qu'il s'explique là-dessus, et ce sera compliqué. Parce que si son explication, c'est celle que tu donnes, c'est-à-dire « Ah il y avait des jeux d'appareils, j'étais obligé de les respecter », pour un président de la République. Non, mais d'abord, ils n'ont pas été respectés, parce que heureusement, Nicolas Hulot a dit, mais 2025, c'est n'importe quoi. On n'y arrivera pas à passer à 50% en 2025. Donc, donc ça a été 2030. On n'y arrivera sans doute pas plus en 2030. Mais parce que les centrales, il n'y a pas besoin de les fermer tout de suite, tout ensemble. Elles vieillissent, elles prennent de l'âge, voilà. Mais dès lors que les conditions de sûreté sont respectées, et elles sont respectées parce qu'on a une autorité de sûreté qui est légitime, qui est convaincante, qui est scientifique, voilà, et qui a un pouvoir important, elles peuvent aller jusqu'à 60 ou 70 ans, on n'en sait rien. Bon. Ça nous amène à l'inflation, cette histoire. Alors, je voulais vous montrer, c'était la une du Bild, qui va s'afficher à l'écran si tout va bien, il y a vol. Alors je la décris pour ceux qui nous écoutent en podcast. Diese Chanel-Frau, cette dame Chanel, voilà, fait souffrir les épargnants. Voilà. Et donc c'est Madame Inflation. Là, on a la chance que l'inflation... Enfin, j'en sais rien, bref, le mot est bilingue. Et donc c'est Madame Inflation.
Ça fracture l'Europe, Anne-Sophie. Est-ce que donc c'est vrai que les Allemands sont au-dessus de 4 points d'inflation là, en cette rentrée. Oui. Et est-ce que ça risque de fracturer l'Europe? Le Bild, évidemment, je précise, est de loin le premier quotidien allemand. Alors, peut-être pas fracturé, mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'on va avoir pour la coalition, ce sera vraiment intéressant de voir la position des Allemands. Il y a vraiment eu l'idée, on fait le plan de relance européen ensemble, attention, on ouvre un peu, entre guillemets, les vagues, parce que c'est conjoncturel, il ne faut pas qu'il y ait de décrochage. C'est vrai que maintenant qu'on a ce risque inflationniste, et notamment en Allemagne, qui a été un pays qui a précédemment été frappé, il y a beaucoup on va dire, de difficultés de se dire, est-ce qu'on peut rester vraiment longtemps dans cette situation? Parce qu'en effet, c'est le pays beaucoup plus touché que les autres pays européens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'inflation importée, parce que justement, ils n'ont pas le nucléaire et ils n'ont pas cette diversification énergétique. Et puis aussi, ils sont beaucoup plus averses par rapport à l'étranger, ils sont plus ouverts par rapport à la Chine. Et donc, ils ont aussi, avec leur puissance industrielle, plus d'inflation importée. Donc, c'est vrai que, vu que la reprise va rester encore et continue l'année prochaine, on est dans un temps conjoncturel long, comme on dit. Et je pense que dans la coalition, il y a vraiment ce sujet qui va revenir en disant attention, si on dépasse la cible, est-ce que la Banque centrale ne doit pas intervenir? Alors après, plus globalement, je pense que même si le jeu allemand, français, peut-être par rapport aux autres pays européens va revenir, il y a quand même l'idée de regarder ce que font les États-Unis. Et à mon sens, on va quand même rester très en phase avec ce que fait le reste du monde et notamment la Réserve fédérale. Si c'est ça, la Réserve fédérale, elle est au bord d'agir. Enfin, François-Xavier Au bord, va nous mais le dire. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus ça qui aura de l'impact par rapport à ce que va faire Christine Lagarde que vraiment juste la position allemande politiquement en disant voilà, c'est Madame Inflation et attention, il faut intervenir. Oui, je suis d'accord avec Xavier. Xavier. Il y a un temps de latence qu'il y a à la coalition, et puis Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, a aussi quitté. Donc il y a toute une stabilité à aller. Attends, tu l'as dit très vite, mais tout le monde n'est pas obligé quand même de suivre au quotidien ce qui se passe. Donc effectivement, celui qui était le faucon de tous les faucons, historique, depuis 15 ans, je pense, Jens Weidmann, donc, a quitté la Bundesbank et donc la Banque Centrale Européenne, ce qui a été... Alors, il s'en est expliqué sans trop s'en expliquer, mais ça a quand même été interprété en Allemagne comme l'idée, ils sont devenus fous, ils font n'importe quoi, je n'arrive plus à agir, bref, il y a urgence, peuple allemand, ressaisis-toi, quoi. Voilà, un peu quelque chose comme ça. Mais je pense que justement l'absence de gouvernance claire, à la fois côté Bouba, et enfin en tout cas de mise en place d'une gouvernance claire et d'une position claire avec la coalition, fait qu'il y a quand même plusieurs mois où il y aura plusieurs mois de flottement. Ce seront probablement des mois d'inflation parce qu'il y a un effet de stock dans l'inflation qui fait que là on est à 4,1 en Europe, on va probablement terminer l'année à 5 au rythme parce que toutes les hausses de prix sont en train de passer. Inversement, il y a aussi un effet conjoncturel qui fait que l'inflation allemande est un peu surévaluée pour un effet de TVA. En fait, la TVA avait baissé pendant le rattrapage des prix, notamment les services. Oui. Donc ça va disparaître à partir de janvier. Donc bon, l'effet net. Aujourd'hui, l'inflation corps hors matières premières en Allemagne, elle est à 2,9, ce qui est élevé, mais pas non plus complètement délirant, et elle est à 2,1 en zone euro. Donc toi, tu restes sur une idée, parce que lors de sa dernière communication, Christine Lagarde a été d'une prudence de sioux quand même, disant pour l'instant, ça va durer un peu plus longtemps que ce qu'on pensait. Oui. Voilà. Et tu restes, toi, persuadé qu'on est sur des éléments qui vont s'apaiser, qui sont purement conjoncturels? Non seulement qui vont s'apaiser, mais à horizon, effectivement, peut-être 12-18 mois, mais même s'inverser, puisque la hausse des prix, elle s'arrête. C'est-à-dire que les prix, une fois qu'ils ont monté, ils restent pas en haut, ils rebaissent. Les prix des matières premières et des composants qui ont monté, ils vont rebaisser. Les deux phases de déflation qu'on a eues en zone euro à partir de 2010, elles suivaient toutes les deux une phase de forte inflation à 3 et 4% respectivement. Tiens, je vais te mettre une courbe là, parce que je pensais à ça. C'est la courbe de la tonne de carbone. Ouais. Parce que celle-là, non, elle est quand même... En UETS, oui, bien sûr. Eh ben oui. Ouais. Elle est quand même très spectaculaire. Donc ça, c'est la courbe historique. Attends, je dis un mot. Alors pardon si vous nous écoutez en podcast, mais il faut regarder la télé là. Non, parce que d'un mot, donc c'est l'ensemble du marché là qui est représenté sur cette courbe que l'on doit à l'INSEE d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et au tout début, il y a une bosse au tout début de la courbe. On est à l'ouverture du marché et ça, c'est le scandale du carbone. C'est la fraude à la TVA, cette fraude massive là, 1,6 milliard. Et en fait, à ce moment-là, ne sont sur ce marché que des escrocs. Les seuls... Ah si, je t'assure François, les seuls qui sont sur ce... Il y a en ce moment un documentaire sur Netflix formidable qui s'appelle Les Rois de l'arnaque, si vous avez... vraiment formidable, qui refait toute cette histoire. Et les gars qui étaient à ce moment-là les teneurs de marché, c'était Blue Next, l'admettent. On réalise aujourd'hui qu'il n'y avait sur ce marché
que des escrocs qui étaient là pour frauder la TVA. Voilà, je referme la parenthèse. Remettez la courbe, il faut qu'on la voit bien. Et là, ça ne baissera pas. Non, ça c'est sûr. Enfin, mais c'est pas un prix de marché, la tonne de carbone. C'est un prix qui est contraint par le. Ah non, là, ça c'est un prix de marché. Oui, c'est un prix de marché, mais François-Xavier. ce que je veux dire, c'est que les traders qui achètent, qui vendent, bien qui sûr, ont des c'est un prix de marché, perspectives. mais ce que je veux dire, c'est que c'est un prix dont le niveau est contraint par. Par la norme. Par la norme et par le quantité, volume. par la Absolument. La quantité, elle n'est pas décidée. On gère une rareté, on gère une pénurie. Tout à fait. Comme le Bitcoin. Oui, mais c'est l'exception plutôt que la règle. L'ensemble de l'économie, elle est plutôt sur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça pèse sur l'énergie, ça pèse sur bien sûr. énormément de choses, Bien et ça sûr. ne baissera pas. C'est quand même un facteur inflationniste majeur. Majeur, c'est un facteur inflationniste sur certains produits qui sont. Ça s'applique. Ça va l'être de plus en plus. Tous les produits vont être petit à petit soumis à cette taxe carbone, d'une manière ou d'une autre. D'abord, la taxe carbone, tu peux tout à fait la neutraliser sur le niveau général des prix en la compensant par des baisses d'autres taxes. Et c'est d'ailleurs la façon dont elle devrait être mise en œuvre, c'est la façon dont elle est soutenue par les économies, c'est de dire, si vous augmentez les prix sur une taxation carbone, il faut baisser la taxation par ailleurs. Et c'est ça la bonne façon de faire. Mais t'envoies pas de signal prix à ce moment-là. Le but, c'est d'envoyer un signal prix et qu'on cherche à se décarboner. Mais si, c'est un prix relatif. C'est-à-dire que si tu dis la pollution coûte plus cher, mais la non-pollution coûte moins cher, t'envoies tout à fait un signal prix. Mais simplement, tu le fais à fiscalité constante. C'est la façon. D'accord. Ok. C'est la façon. Si tu relis la déclaration qui avait été faite. Attends, François-Xavier, je veux comprendre. Dis-moi. Si je baisse les taxes à concurrence de la hausse de la taxe carbone, je n'ai aucune incitation pour, par exemple, prenons l'essence, pour ne plus rouler à l'essence. Si, bien sûr. Si ton essence est plus chère, mais que, j'en sais rien, le chauffage électrique est moins cher, ou si ton fuel est plus cher, pour donner un exemple. Mais il ne va pas être plus cher, puisque... Si, tu mets une taxe dessus. Mais tu baisses la taxe sur autre chose, sur la TVA. Ah, sur autre chose. Bien sûr, oui, sur autre chose. Ah, c'est ça que j'avais pas compris. Pardon, voilà, d'accord. Pour avoir le vélo tu baisses une taxe sur autre chose. D'accord. Tu peux baisser d'autres taxes. Mais pas sur les produits dont tu veux décarboner. Ah bah voilà, ok. Non, pardon. J'avais pas compris. C'est d'ailleurs pour ça que je militais non pas pour un chèque énergie. Si on voulait redistribuer de l'argent aux Français après la hausse des prix, il fallait pas le faire sous forme d'un chèque énergie et transport, mais d'un chèque, ce qui a été fait à la fin. Ce qui a été fait à la fin. 100 euros. Et c'était très bien. Ils t'ont écouté. Il fallait un chèque lambda. On a une influence, tu vois. C'est incroyable. incroyable. Les économistes sont au pouvoir. Bismarck. Il n'y a que des décisions économiquement rationnelles. Le monde entier écoute Bismarck à l'instant où nous parlons. Non, mais ça c'est très très important. Tu l'avais dit effectivement. D'accord, ça y est, j'ai compris. C'est ça l'idée. Et tu peux le faire. Et c'est pour ça que la taxe carbone est souvent vue comme étant une perte de compétitivité, une perte de pouvoir d'achat. Ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire si tu fais la fiscalité neutre, tu n'as pas de raison de perdre de la compétitivité globale sur ton économie, ni de pouvoir d'achat global. Ça va changer relativement les compétitivités et les pouvoirs d'achat. Mais c'est la façon de le faire. C'est changer les incitations. Vas-y, Anne-Sophie. Comme vous l'avez très bien dit, c'est surtout changer les incitations. Et puis, c'est surtout qu'en effet, on voit que la taxation, en tout cas les réglementations, stimulent aussi l'innovation. Donc, c'est vrai qu'à moyen long terme, c'est beaucoup plus que juste des incitations. C'est vraiment des changements aussi de production. Donc, en ça, c'est efficace, mais sur le moyen long terme, pas à court terme. Absolument. François, on se relance sur pourquoi nous sommes protégés, pourquoi le marché de l'énergie. Sur l'inflation, quand même, avant, moi, sur l'inflation, j'ai rien à dire. Voilà, je l'ai dit. Mais c'est la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, dans quelle mesure l'inflation va se conduit ou non à une réduction du pouvoir d'achat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'achat. Parce que la baisse du pouvoir d'achat, qu'elle soit ressentie ou réelle, c'est un point absolument clé pour les décisions politiques. Et donc, il n'y a pas d'automatisme. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas la même chose que l'inflation. Donc, à partir du moment où il y a plein de choses qui sont indexées sur l'inflation, et notamment les salaires, il n'y aura pas forcément de perte de pouvoir d'achat. Donc là, la question, c'est... Attends, je n'ai pas compris cette phrase non plus. Okay. Donc, le pouvoir d'achat, ce n'est pas forcément l'inflation. De 3, non, parce que s'il y a une inflation de 3% et que les salaires sont indexés sur l'inflation de 3%, il n'y a pas d'effet sur le pouvoir d'achat. Sauf qu'ils ne le sont pas. L'indexation, c'est terminé depuis les années 70. Voilà, et les retraites, donc il y a un lien entre l'inflation et le pouvoir d'achat. On voulait mettre les retraites indexées et pas indexées. Donc ce que je veux dire, je ne raisonne pas uniquement sur la France, mais dans les économies, le lien entre inflation et pouvoir d'achat, il est via qu'est-ce qui est indexé à l'inflation, les salaires le sont-ils, les retraites le sont-ils, etc. Et bon, donc
j'ai quand même le sentiment que le pouvoir d'achat, en particulier à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, le pouvoir d'achat devrait se réduire. Et donc, on a sans doute un effet inflationniste, mais on devrait sans doute avoir aussi un effet sur le pouvoir d'achat lié à l'augmentation des prix de l'énergie, avec une baisse du pouvoir d'achat. Et ça renvoie à la question, la fin de la planète versus la fin du mois. Tout à fait. Et, est-ce que, dans quelle mesure on peut penser que la transition énergétique se fera est-ce qu'elle se fera s'il n'y a pas d'intervention avec une baisse de pouvoir d'achat, ou est-ce qu'il faut compenser s'il y a une baisse réelle de pouvoir d'achat? C'est ce que disait François-Xavier. Cette baisse Tu de pouvoir compenses d'achat par des baisses de taxes ailleurs. liées à la transition énergétique. Ouais. Mais c'est ce que disait François-Xavier. Tu compenses par des baisses de taxes ailleurs. Voilà, mais la première question quand même, c'est dans quelle mesure la transition conduirait à une baisse du pouvoir d'achat. Si on regarde que l'énergie, mon point de vue est que oui. On va être sur une tendance longue d'augmentation des prix de l'énergie, y compris du prix du charbon, y compris du prix du pétrole et du gaz, parce qu'il y a de moins en moins d'investissements qui sont réalisés, alors que la demande... Pas en Europe, mais la demande en Chine, en Inde augmente. Donc, il devrait y avoir une augmentation des prix durables des énergies. Et ça va quand même dans le sens d'une diminution du pouvoir d'achat. Alors après, la transition, ce n'est pas que les prix de l'énergie. Oui, juste pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai que, étant donné qu'on a ce taux d'inflation, on est très focus sur le prix de l'énergie et c'est ça qui va être déterminant, en effet, les prochaines années. Après, si vous regardez sur les 10 dernières années dans la répartition du revenu, on voit que justement, le poste alloué à l'énergie comme à l'alimentation s'est vraiment effondré, quel que soit le décile de salaire, et on voit que c'est surtout un impact sur les plus bas et que c'est plutôt le poste logement qui a explosé et qui a vraiment grévé le pouvoir d'achat, beaucoup plus que les prix de l'énergie. Donc là aussi, attention, si on veut vraiment redonner du pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus sur ce genre de facteurs et notamment l'immobilier où on pourrait avoir de l'impact que, en effet, les prix de l'énergie qui vont être en plus volatiles et comme on le sait, qui ne sont pas juste la résultante de l'offre et de la demande. Vous avez aussi des aspects spéculatifs. Oui, mais Anne-Sophie, donc c'est beaucoup plus global. Alors c'est très intéressant parce que le sujet est le même. Les normes de construction, pour essayer de limiter les émissions carbone, renchérissent aussi les coûts de construction. Donc tu te retrouves exactement dans la même situation. Mais ce ne sont pas, c'est pas l'origine, c'est pas les mêmes causes. Donc pour répondre aussi à quel impact sur le pouvoir d'achat. C'est pas les mêmes causes, mais à l'arrivée, l'impact sur le pouvoir d'achat de la transition, tu le prends par l'énergie, tu le prends par le logement. Ouais. Tu as un non, mais problème. c'est pour dire que quand on a en effet ces secs énergie, on est très focus sur juste le prix de l'énergie. On aura ces fluctuations et ces hausses qui vont augmenter, alors qu'à mon sens, le problème est beaucoup plus global. Et souvent, on ne traite qu'une partie, alors que quand vous regardez vraiment sur les dernières années, ce n'est pas le prix de l'énergie qui explique massivement la perte de pouvoir d'achat. François-Xavier ? Deux réactions à la fois sur le logement et sur l'énergie, puisqu'il se trouve que j'ai sorti une note sur le logement hier pour le think tank. Ah oui, mais non, tu nous fais pas ta note sur le logement parce qu'on va pas y arriver. Je veux juste réagir par rapport à la hausse. Non, c'est pas ça l'idée. Je veux juste réagir par rapport à la hausse de la part de logement dans le mix. C'est vrai. C'est aussi vrai parce que on occupe aujourd'hui, une personne individuelle occupe aujourd'hui 40 mètres carrés, elle en occupait 23 en 1970. La surface des logements disponibles par personne a pratiquement doublé en France. Et donc, effectivement, mais le prix au mètre carré n'a pas tellement augmenté. Donc, c'est plutôt un effet... Ça dépend quand même où. Globalement, quand vous regardez l'augmentation du prix du mètre carré et l'augmentation des salaires, si, là, il y a vraiment une différence. Anne-Sophie, j'ai vu une courbe incroyable. Je te la projette la prochaine fois que tu viens. Avec l'effondrement des taux d'intérêt, à charge d'endettement comparable, l'immobilier parisien, oui, il faut bien préciser. Parisien, le plus dingue, a baissé sur les 20 dernières années. Ouais. En fait, c'est du fait de l'effondrement des taux d'intérêt. Ouais. En fait, exactement, il faut voir globalement. Et donc, en fait, le pouvoir d'achat immobilier... Il faut avoir accès au prêt. Et donc, tout à fait inégalitaire. Et c'est ça, en fait, l'immobilier depuis 50 ans, c'est ça. C'est un creusement des inégalités, mais ce n'est pas un creusement de l'accès. C'était juste une parenthèse. Mais ça a quand même un impact sur le pouvoir d'achat, notamment sur les classes moyennes. Les amis, on marque une pause. On marque une pause.